Le plus dur est à venir, jusqu'en 2030. On a beau avoir desserré le numerus clausus, invention magnifique des années 75 où on nous expliquait que moins il y avait de médecins, moins on dépensait. Je pense que les énarques avaient vraiment dû réfléchir beaucoup. On s'est aperçu qu'on arrive à un état de dégradation, et en entendant les propos du directeur général du centre hospitalier d'Aix, du pays d'Aix tout à l'heure, je vois qu'évidemment l'hôpital est touché, est affecté. Alors pour mon parcours, j'étais un ancien interne de Paris, je me suis beaucoup occupé de ces questions depuis longtemps. Est-ce qu'il y a des motifs d'un peu plus de confiance pour les prochaines années? Oui. Un motif très récent. Les 7 ordres médicaux se sont mis enfin d'accord pour dire, sur la délégation de tâches qui est l'élément numéro 1 pour retrouver du temps médical, on ne peut plus rester comme auparavant. Et d'ailleurs, dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale qu'on vient de voter, au-delà du cumul emploi-retraite pour les médecins, vous avez vu que pour la première fois, il y a des infirmières qu'on peut consulter direct, des IPA. Vous avez vu que, par exemple, des certificats de décès seront donnés par des infirmières à titre expérimental. Vous avez vu que les pharmaciens, c'est passé hier au JO, maintenant pouvoir vacciner et délivrer l'ensemble des vaccins. Il est vrai que la Covid, qui a été un drame planétaire, au moins a eu cette vertu d'accélérer un certain nombre de pratiques qui existaient quasiment, mais en fait, qui se sont maintenant plus généralisées. Le seul moyen, c'est la délégation de tâches. Cette délégation de tâches permet d'avoir du temps médical. Juste un mot. Le temps médical en 2022 est inférieur au temps médical disponible que nous avions en 1978, quand on tient compte de l'évolution, de l'augmentation de la population et du fait qu'il y a plus de pathologies que nous traitons, que naturellement la complexité des traitements s'est développée au fil du temps. Donc, la poire pour la soif, c'est quoi? C'est 1, la délégation de tâches, 2, les soins non programmés. Vous voyez, moi je suis en Eure-et-Loire, au fin fond de l'Eure-et-Loire, pour ceux qui connaissent le milieu de la Beauce, 68 médecins pour 100 000 habitants. Vous voyez que ça ne fait pas rêver. Moyenne d'âge, 64 ans. Eh bien, on vient de dégager un temps chaque jour où un patient qui n'a pas de médecin peut consulter un médecin de 17h à 19h. Comment on a fait? Par la délégation de tâches au travers des CTPTS qui ont été vraiment, à mes yeux, la plus belle réalisation de ces 10 dernières années. Les communautés territoriales des professionnels de santé, c'est faire tomber les barrières entre l'hôpital public et la ville. C'est le seul moyen de faire en sorte que tout le monde se parle. Et j'ai bien écouté, monsieur le directeur, mais vos derniers mots, vous avez parlé d'efficience des soins avec de l'efficience au rendez-vous. 1, la délégation de tâches. La deuxième chose, on a 10 000 praticiens étrangers en France qui font tourner nos hôpitaux, qui n'ont pas le droit de poser une plaque en ville. Je me suis bagarré, ça s'appelle les PADU, vous savez tous ça par cœur, des praticiens qui ont un diplôme hors Union européenne. On a dans ce PLFSS accéléré le fait qu'il y en a 2400 qu'on devrait pouvoir, entre guillemets, faire travailler de façon plus officielle, parce qu'ils sont mal payés, ce sont des mercenaires de la médecine, disons les choses, les faire travailler tant à l'hôpital qu'en ville dans les toutes prochaines années. On a un problème de constitution de jury, le gouvernement nous a un peu entendu, on avance. Deuxième piste. Troisième piste, je ne sais pas s'il y a des jeunes qui sont sortis il n'y a pas longtemps de l'internat, c'est la fameuse 4e année d'internat qui a été demandée elle-même par les internes et pour lequel l'annonce ministérielle est une catastrophe absolue. On ne va pas faire des internes de 4e année qui sont bac plus 10 pour des généralistes, bac plus 12 pour certains spécialistes, des mercenaires payés 1 500 € par mois. Ça n'a pas de sens. Ça ne marchera pas. Nous avons proposé, d'ailleurs, avec le groupe auquel nous appartenons tous les deux, le fait qu'ils puissent avoir un statut à part, qui s'appellerait médecin adjoint, qui puisse être rémunéré par la sécurité sociale, mais qui puisse avoir, entre guillemets, un tuteur qui soit le médecin qui est maître de stage. Donc ça, c'est une notion très importante, parce que ça permet, au travers même de la délégation de tâches, vous voyez, de donner des ressources humaines, parce que moi, je crois que les infirmières qualifiées, ça existe, que les pharmaciens, ça existe, que les sages-femmes, ça existe, que les dentistes, appuyons-nous sur l'ensemble de nos professionnels. Donc la troisième piste, c'est les PADU, et naturellement, par extension, de nouvelles compétences qu'on donne à de nouveaux professionnels. Et puis après, les urgences, vous voyez, je trouve que le fils d'un de mes amis a eu un accident très grave samedi après-midi, donc j'ai passé 6 heures moi-même à m'occuper de tout, de l'accueil, de réorienter à Tours, de trouver le chirurgien, il s'en est occupé. On ne peut pas continuer comme ça. Cette régulation ne marche pas. Il y a des combats, des blancs, des rouges, les blues, vous savez tout ça par cœur. On va prendre des médecins retraités pour être des régulateurs. Et puis il va y avoir une super poire pour la soif, pardonnez-moi, mais ça, ce qui est vraiment une belle nouvelle, c'est la numérisation de la santé. Il y a encore 2 choses à dire pour ne pas être trop long, pour ne pas prendre trop de temps au débat. La numérisation de la santé, en 3 ans, on a rattrapé 25 ans de retard.
C'est le problème de la compatibilité des systèmes informatiques pour qu'on évite la redondance des actes, pour que l'on voit un parcours parfaitement jalonné où c'est toujours, à tout moment, le meilleur soin qui soit prodigué et qu'on évite justement un premier scan puis un deuxième scan. Ce garçon de 20 ans, malheureusement, le pauvre interniste n'était pas très bon. Il dit on va lui faire un deuxième scan. Je dis mais pourquoi tu lui fais un deuxième scan 1 heure après? Soit l'image est bien lue, soit elle n'est pas bien lue, soit l'image elle a un problème, soit elle n'en a pas. Donc vous voyez, donc, grâce à la numérisation, et je vous invite tous à charger l'application, Ma Santé Numérique, qui l'a chargée ici. Tous ceux qui ne l'ont pas... Ah, excusez-moi, alors on n'avait pas répété avant pour la pièce de théâtre, mais je vois que tu es parfaitement... Non mais si je dis ça, c'est extraordinairement important. Il y a des efforts financiers considérables, on remet 2 milliards d'euros sur la table cette année dans le budget, pour faire en sorte que d'ici 2 ans, franchement, en matière numérique, on soit au top et ça évitera vraiment une multiplication des actes. Je suis biologiste, je peux dire qu'il y a 30% des actes qui ne servent à rien. Vous voyez, il faut avoir de temps en temps un peu battre sa coulpe et dire les choses. Et ça permettra justement, me semble-t-il, d'avoir des parcours de soins optimisés. Enfin, je me tourne vers vous, monsieur le directeur, parce que vous avez parlé de quelque chose de très important à mes yeux. Peut-être avez-vous lu le très beau bouquin de Frédéric Bizard qui dit sur la nouvelle organisation de la santé. On ne peut pas continuer avec le système qui fonctionne à l'heure actuelle. Un système où vous avez les ARS qui sont omnipotentes, totipotentes, qui décident de tout. Alors par moment, il peut y avoir un très bon directeur d'ARS. Et par moment, on a des très mauvais. Nous, la vaccination, je vous dis franchement, c'est nous qui l'avons mis en place. Sur un bassin de vie de 50 000 habitants, on a fait 137 000 vaccinations. On s'est occupé de tout. Dans d'autres régions, je n'en dirai pas autant. Et je pense, franchement, mais je crois que vos derniers mots voulaient dire ça, c'est qu'on a voulu donner tout le pouvoir au directeur d'hôpitaux, qui sont formidables à certains endroits, mais ma directrice, elle est exceptionnelle. Mais avant, j'avais des personnes avec qui c'était beaucoup plus moyen. Eh bien, moi, je trouve qu'il faut remettre dans la gestion de l'hôpital des professionnels de santé autour des administratifs et avec les administratifs, non pas en tutelle l'un de l'autre, mais bien entendu dans une sorte de co-construction. Et c'est l'objet d'ailleurs du CNR Santé, le fameux Conseil national de la refondation santé, qui dit qu'il va remettre aussi les patients au cœur de tous ces parcours. Parce qu'eux, ils lisent les mots sur Internet, je veux un scan, je veux un IRN, je fais un PET scan. Ils lisent tout ça, ils imaginent qu'on peut tout faire. Et franchement, il faut qu'on réinvente ce système. Alors si je vous parle de ce bouquin qui a été écrit et qui est très bien, j'ai eu l'occasion de faire plusieurs échanges et plusieurs débats avec cet économiste de la santé qui a vraiment théorisé les choses, j'y crois profondément. Donc tout est devant nous. Enfin, tout dernier mot, le PLFSS 2023, c'est un PLFSS de transition. Pardon. On ne peut pas dire que ce soit l'alpha et l'oméga des choses absolument formidables, mais on sort du Covid qui nous a fini de nous ébranler, parce que le sous-investissement à l'hôpital est tellement chronique depuis 20 ans ou 25 ans, que la situation que nous connaissons, c'est une situation malheureusement qui était prévisible. Voilà, donc en quelques mots, je vais vous dire que rien n'est perdu. Entendez dans mon message plutôt un message d'optimisme. Quand je vois les 7 ordres qui se sont mis d'accord, ça s'est passé dans le café d'à côté, je vous assure que c'est une joie formidable qui m'a traversé. La seconde, c'est que sur la disponibilité de temps médical avec les délégations de tâches, franchement, les médecins qui ont toujours imaginé qu'il y a eux qui étaient capables de tout décider ont compris que ce n'était plus possible. Et la troisième chose, c'est que l'arrivée de la numérisation et le fait qu'on casse ces cloisons artificielles, une fois de plus, ville-hôpital. Vous voyez, vous savez que des généralistes maintenant peuvent bosser à l'hôpital et mettre des conférences. Pour les spécialistes, c'est encore très compliqué. Bon, il faut quand même ça qu'on arrive à le faire. Donc, j'ai quelques bons espoirs. Et enfin, des hôpitaux territorialisés, labellisés avec de la qualité, ça fait partie, pour nos concitoyens, me semble-t-il, de ce qu'on leur doit, puisque quelque part la santé, c'est ce qu'il y a de plus précieux, et l'effort de l'État et de ceux qui l'organisent la vie au quotidien doit être à la hauteur de ces enjeux. Voilà en quelques mots ce que je souhaitais vous dire. J'espère que je n'ai pas été trop décalé. Merci. Donc déjà, j'étais très très contente de pouvoir assister à cette conférence. Donc je me présente rapidement. Je m'appelle Inès Benamor, je suis la CEO de Luna. On est une start-up tech et santé. Notre idée, c'est de déployer une application mobile pour aider à trouver des solutions d'aide au diagnostic de l'endométriose. Et donc déjà, assister à ce colloque, pour moi déjà, c'est une excellente nouvelle et surtout, c'est formidable de voir que les institutions
ont l'air de s'intéresser de plus en plus à la tech. On voit qu'il y a pas mal d'acteurs qui sont en train d'être, on va dire, au cœur de ces mécanismes. Et franchement, c'est très très agréable de voir que la tech, c'est vraiment un sujet qui tient à cœur de toutes ces institutions. Honnêtement, nous, de notre point de vue en tant que start-up, on n'attend que ça, en fait, de pouvoir finalement mettre tous ces outils à disposition de toute la France, de tous les Français qui cherchent à, par exemple, à diagnostiquer de l'endométriose ou qui cherchent d'autres solutions, on va dire, en santé en général. Et au-delà de ça, peut-être un point noté aussi, c'est quelque part peut-être un silo ou un gap qu'il existe en technologie dans la santé versus la technologie appliquée à d'autres secteurs. Moi, je viens de la tech, on va dire d'un autre secteur, pas du tout en santé à la base. Et je remarque vraiment qu'on a un retard énorme en santé, en tech. Parfois, on assiste à des conférences où on nous parle de révolution, mais qui existent depuis une dizaine d'années au moins dans d'autres secteurs. C'est assez surprenant, honnêtement. Mais pour le coup, c'est bien qu'on s'y intéresse, c'est bien que les institutions fassent cette démarche du coup de mettre en avant toutes ces technologies. Et puis peut-être un dernier mot pour dire que je pense que les startups ont un vrai rôle à jouer à ce niveau-là. Nous, on est là, on s'investit nuit et jour pour essayer de trouver des solutions. Je pense qu'on a aussi les compétences quelque part, notamment technologiques, notre œil nouveau, etc. L'innovation, je pense que c'est quelque chose qui nous parle vraiment. Et on n'attend que ça, de pouvoir discuter avec les plus grands, peut-être les plus bureaucratiques parfois, ou ceux qui ont certains mécanismes particuliers pour avoir accès à eux. Mais en tout cas, on n'attend que ça, de pouvoir parler aux institutions et trouver de vraies solutions et collaborer et co-créer ensemble, comme ce qui a été dit tout au long du colloque.